Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire consacré à Partir en livre. Donc, pour nous accompagner aujourd'hui, Régine Achondo, bonjour, vous êtes présidente du CNL, qui est l'organisateur de Partir en livre. Marc Baudot, Bonjour. donc vous êtes adjoint à la chef du département des relations extérieures et responsable de la vie littéraire au CNL. Vous êtes un peu la partie technique. Mhm. Avec nous aussi Michael Arnaud. Bonjour. Donc, bonjour, vous êtes libraire au Renard Doré à Paris et vous êtes assez connu quand même ici. Hein. Vous aimez bien nos webinaires, peut-être nous qui vous aimons bien. Et à distance, nous aurons Lorena Réchard, donc, qui est libraire à la librairie Le Neuf à Saint-Dié. Lorena. Bonjour. Et Marion Floris, libraire à la Cavale à Montpellier, avec Thierry Brassac, responsable du pôle culture scientifique de la Fac de Montpellier, qui organise aussi des événements pour Partir en livre. Bonjour à vous. Alors, pour commencer, donc je précise que vous pouvez, les participants, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le chat. On va essayer de les relayer le plus possible au fur et à mesure en fonction des échanges, mais nous avons prévu, comme d'habitude, un temps pour les questions à la fin du webinaire, entre un quart d'heure et 20 minutes. Juste avant de passer la parole à Régine Achondo, qui va nous rappeler le bilan de l'édition 2021, je voudrais revenir très rapidement sur Partir en livre. Donc, c'est une manifestation qui existe depuis 2015, je crois. Donc, c'est organisé par le CNL, comme je le disais tout à l'heure, sous l'impulsion du ministère de la Culture et avec le concours du Salon du livre de la presse jeunesse, donc Montreuil. Alors, c'est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes au sens large, parce que ça s'adresse aux 0-25 ans. Et puis, c'est sur tout le territoire. Et son but, elle consiste à faire sortir le livre des étagères et à faire de la lecture une fête. Il y a vraiment l'idée de fête dans Partir en livre. Plusieurs objectifs: transmettre le goût de la lecture, créer de nouveaux lecteurs, soutenir les acteurs du monde du livre et redonner à la lecture sa valeur de divertissement. Concrètement, ce sont des manifestations, parce qu'il y en a beaucoup, gratuites pour tous. Il y a vraiment, je crois, c'est plusieurs milliers d'initiatives pendant toute la durée de Partir en livre. Alors, on va y revenir un peu avec ce que font les libraires, mais des parcs d'interaction littéraire, des activités de plein air, des lectures immersives, des initiations au booktube, des performances, des ateliers d'écriture, enfin tout un tas d'animations. Et sans oublier les chèques lire qui sont offerts pendant cette opération et qui permettent aux jeunes d'acheter des livres. Donc Régine, si vous voulez bien faire avec nous le bilan de l'édition 2021, donc, qui a eu lieu l'année dernière. Très bien, merci beaucoup. Vous avez très bien parlé de Partir en livre, vous avez tout résumé. L'an dernier, nous avions choisi un thème fédérateur qui s'appelait Mère et Merveille. Et nous avions 3 parrains, enfin une marraine et 2 parrains. Notre marraine Soledad Bravi, qui d'ailleurs avait dessiné l'affiche fort jolie de cette vague graphique sur laquelle surfait un lecteur ou une lectrice. Et nous avions Yannick Bestaven et Oxmo Puccino. Donc on avait 3 fées clochettes qui se sont penchées sur le berceau de Partir en livre pour nous aider à le promouvoir, puisqu'au fond la question c'est de toucher le plus de public possible. Comme vous l'avez dit, d'emmener le livre au plus près des enfants, et en particulier de ceux qui ne sont pas forcément habitués à grandir dans une maison pleine de livres ou à avoir un goût très prononcé pour la lecture. Et donc de casser cette barrière qui peut être psychologique, sociale, multiple, du lien à la lecture. Et au livre, ou à la lecture d'ailleurs sur tablette, puisqu'il y avait quelques installations où les enfants pouvaient lire sur tablette. Donc le bilan de ce festival était très positif. On avait aussi expérimenté pour la première fois de grandes expositions dans 3 gares. Gare de Lyon à Paris, à Saint-Malo et à
à Aix-en-Provence. Et nous avions pour la première fois expérimenté en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, la Ligue de l'enseignement et la Charte des auteurs présents dans les colonies de vacances dites apprenantes, pour placer l'auteur au cœur de ce dispositif qui est à la fois ce sont de vraies colonies de vacances et en même temps avec un côté un peu recherche de la concentration, essayer d'aider des élèves qui ont éventuellement rencontré des difficultés, mais pas que, dans l'année scolaire. Donc ça, c'était les nouveautés. On va les continuer l'an prochain. On a eu plus de 800 auteurs qui se sont consacrés, qui ont donné de leur temps dans le cadre d'ateliers, comme vous l'avez dit, de lecture, d'écriture, de dessin, des battles de BD qui sont très à la mode, des lectures à voix haute avec des accompagnements musicaux. Voilà, c'est vraiment beaucoup de projets que l'on développe en prenant appui sur des associations, des bibliothèques, des libraires qui nous soumettent des projets et nous les finançons pour certains d'entre eux, plus de 190 l'an dernier. Et pour les autres, car on ne peut pas tout financer malheureusement, hein, il y a plus de 2000 ateliers dans le cadre de Partir en Livre. Nous les référençons sur une cartographie et sur notre site Partir en Livre pour que leurs actions puissent être repérées par tout le public proche et qui peut se rendre ainsi sur ce qui est fait dans une bibliothèque ou dans un parc et jardin ou sur une place de marché un samedi matin. Voilà, tous les lieux possibles où on rencontre de la vie. Voilà. J'aimerais bien que vous nous parliez des villes escales. Oui, alors ce sont des villes que nous avions repérées pour leurs projets, j'allais dire, d'excellence. Et cette année, nous avons aussi choisi des villes portuaires ou au bord de la mer, puisque le thème était mer et merveille. Et on a ainsi pu aller à Marseille, au Havre, Château-Vallon, Montpellier, Quinteux, qui est une toute petite ville proche de Reims, on ne peut pas dire qu'elle soit portuaire, mais en revanche, le projet qui était développé par la petite maison de la poésie qui s'est installée dans ce village, enfin cette petite commune de Quinteux, fait un travail absolument remarquable. Et là, on était au confluent de l'art contemporain, du jeu pour découvrir les mots et les phrases qui se constituent presque par hasard et en même temps ont toutes un sens avec un très beau jeu en bois dont d'ailleurs on s'interrogeait sur pourquoi n'est-il pas vendu dans le commerce. Et je crois d'ailleurs que la directrice de Tinqueux a l'intention de se rapprocher de fabricants de jouets de qualité. Donc c'était à la fois une exposition d'art contemporain, de la musique, des lectures, ce jeu magnifique. Et est-ce que j'ai oublié donc Le Havre, Montpellier, Château-Vallon, Tinqueux, Marseille. Voilà les escales. Ok. Alors du coup, pour l'année prochaine, puisque la prochaine édition aura lieu, on va le dire tout de suite, du 22 juin au 24 juillet 2022, quelles sont les perspectives? Les perspectives, comme vous avez vu, on a remonté le calendrier d'une semaine parce qu'on aimerait que le lien et le pont qui se fait entre le travail à l'école, collège et école, voire le lycée, et Partir en Livre puisse se préparer sur une plus longue durée, pour que vraiment les enseignants aient le temps de préparer les enfants au conseil de lecture, au désir de lire pendant l'été. On sait que la lecture continue d'être très appréciée en France, mais qu'on a aussi les 15-25 ans qui déclarent avoir moins envie de lire. En tous les cas, ceux qui lisent au moins un livre par an ont déclaré moins avoir envie de lire pour 7% d'entre eux en 2020 dans le cadre de notre étude sur les Français et la lecture. Donc on doit se battre contre une concurrence déloyale, comme je dis, qui est celle des écrans, même si on peut lire aussi à travers les écrans. Et donc on aimerait que le pont, en tous les cas, entre l'école, le collège et le lycée et les vacances puisse être un petit peu plus long. Le thème sera l'amitié cette année, un peu en résonance du thème des Nuits de la lecture fin janvier qui lui sera celui de l'amour
pour les plus grands, pour les adultes. Et donc on est en train de travailler sur la préparation de textes repérés, magnifiques, à la fois dans le patrimoine et la littérature contemporaine sur l'amitié, pour proposer des lectures à voix haute. On voudrait beaucoup développer la lecture à voix haute, d'ailleurs tout au long de l'année dans le cadre de la grande cause nationale dédiée à la lecture sur le souhait et le choix du président de la République. Donc créer des ateliers d'écriture toujours ludiques, toujours, mais aussi avec cette place de la voix haute qui permet aux enfants dès le plus jeune âge de s'emparer d'un texte et de se l'approprier à travers sa diction à voix haute ou son écoute. Merci Régine. Je vous en prie. Je vais passer la parole à Marc Baudot pour la partie technique, vraiment. Alors Régine le disait, donc une édition un peu plus longue qui commence, d'habitude ça commençait au moment des vacances à peu près, donc là on commence alors que les cours ne sont pas terminés. Qu'est-ce que ça veut dire sur le calendrier général et notamment pour le dépôt des dossiers? Pour les dépôts des dossiers, effectivement, nous avons adopté un nouveau calendrier. Donc nous remontons aussi dans le temps. Le comité Partir en livre se réunira en février, mi-février, donc pour permettre effectivement aux organisateurs de pouvoir organiser en l'occurrence leurs projets, leur programmation en amont, bénéficier de l'aide du CNL pour construire leurs projets. Et effectivement, la question du calendrier est intéressante puisque cette période fin juin permet à de nombreux organisateurs d'organiser des projets en lien avec l'éducation nationale, les écoles principalement, et cela nous semble vraiment important effectivement. Et pour les libraires, les bibliothécaires, enfin tous les... Effectivement, toute structure juridique peut déposer une demande de soutien, donc les libraires effectivement peuvent déposer des dossiers de subvention au CNL. Donc ces dossiers de subvention se font en ligne, en fait, sur une plateforme dédiée. Alors évidemment, puisque vous disiez qu'il s'agit de points un peu techniques, il faut, pour ceux qui ne le savent pas, ouvrir un compte sur la plateforme du CNL. Je vous donne ces informations, cela me semble important. Oui. Le CNL vous donne accès à la plateforme et ensuite vous déposez votre demande de soutien en ligne, donc aucun dossier papier. Le CNL fait une analyse des demandes. Les demandes sont donc inscrites à l'ordre du jour et examinées par un comité de professionnels qui représente à la fois les métiers du livre, mais aussi le réseau de lecture publique, la DRAC, et la Fédération interrégionale pour le livre et la lecture. Donc les libraires, dans le comité, nous avons effectivement un libraire, et tous ces membres, ces experts, examinent les demandes de soutien, proposent des soutiens qui sont validés par la présidente après la réunion du comité. Les aides, pour vous donner un ordre d'idée, l'aide plancher de 500 €, mais les aides peuvent atteindre des montants assez élevés, 8 000 €. Donc, ce qui vous donne un peu une indication des projets qui se développent sur le territoire, à la fois portés par des métropoles, par exemple, je pense à Montpellier, donc des projets très structurants, mais aussi des projets plus modestes, mais tout aussi qualitatifs, puisqu'ils ont été soutenus par le CNL, sur les territoires. Donc il y a vraiment ce caractère protéiforme des projets, ainsi que, ce qui nous semble important aussi au CNL, l'ancrage territorial des projets. Donc sachant que la grille d'analyse qui est faite repose surtout et essentiellement sur la qualité du projet littéraire, l'interaction des acteurs de la chaîne du livre, la présence des libraires dans les manifestations autant que faire se peut. Si des libraires déposent des demandes de soutien, elles peuvent effectivement bénéficier d'un soutien du CNL. On essaiera au maximum, on essaiera de les encourager à développer des actions en dehors de leur librairie, puisque le principe de base de Partir en livre au départ, c'était de porter le livre dans les lieux qui ne lui sont pas habituellement dédiés. Alors, je suis allée faire un tour sur le site de Partir en livre. J'ai vu que la campagne pour les dépôts de dossiers était déjà ouverte, c'est bien ça? Oui, tout à fait, effectivement, depuis 15 jours, je crois, et nous encourageons effectivement tous les potentiels bénéficiaires d'une aide à déposer leur dossier assez tôt, en amont, ne pas attendre la dernière limite, puisqu'effectivement, c'est toujours un peu compliqué. Déposez vos demandes au fil de l'eau. N'hésitez pas à vous rapprocher des équipes du CNL, donc de Pauline Carayon, avec qui je travaille, et moi-même. Nous accompagnerons effectivement en amont toutes les structures qui souhaiteront obtenir des informations techniques ou sur les projets littéraires en tant que tels.
Est-ce qu'il y a une date limite de dépôt des dossiers? Oui, la date limite de dépôt de dossier, pardon, elle est fixée au 14 janvier. Merci Voilà. Régine. Alors, Donc très tôt, très tôt, effectivement, voilà, beaucoup plus tôt que l'année dernière. voilà, Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les organisateurs puissent bénéficier, connaître rapidement l'aide qui leur sera attribuée pour construire leur projet, effectivement, en fonction de l'aide dont ils ont bénéficié, bien sûr. Oui, alors je crois que c'est important pour les libraires parce qu'on sait bien qu'un Oui. libraire au mois de décembre se consacre peu à autre chose qu'à son commerce, à la vente. Et donc voilà, les libraires, attention, date limite de dépôt des candidatures, 14 janvier. Est-ce que vous l'avez un peu évoqué? Est-ce que vous pouvez nous parler de toute la question du budget, puisqu'on parle d'aide, hein, et notamment des informations techniques ou liées au budget dont vous avez besoin pour évaluer les dossiers? Effectivement, c'est un point technique mais important. L'aide du CNL ne pourra pas dépasser 70% de ce que nous appelons une assiette. L'assiette représente les coûts éligibles, en fait, tout ce qui relève du projet littéraire en tant que tel, la rémunération des auteurs, des illustrateurs, évidemment, en premier, la rémunération des animateurs lorsque les structures ne peuvent pas accueillir des auteurs ou des illustrateurs, elles peuvent faire appel à des animateurs professionnels. À ce moment-là, effectivement, ces animateurs seront rémunérés grâce à l'aide du CNL. Et ensuite, effectivement, le déplacement, l'hébergement, la restauration des auteurs. On ne demande pas à un auteur d'avancer des frais. L'aide du CNL permet justement, puisqu'elle est de fait annoncée en amont, aux organisateurs de prendre en charge l'intégralité des frais et d'accueillir, de prévoir leur accueil dans les meilleures conditions. Donc cette assiette est de 70%, donc cette assiette globale représente un montant de 1 000 €. Le CNL ne pourra pas intervenir à plus de 70% de cette enveloppe, sachant évidemment qu'on attend aussi de la part des organisateurs qu'ils contribuent aussi à leur niveau à une partie des frais inhérents au projet. Alors j'ai une question, je vais la prendre tout de suite. Claire qui demande si vous pouvez redonner les critères d'appréciation pour l'obtention des aides. Alors évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment primordial pour nous, c'est la qualité du projet littéraire, donc l'originalité du projet. Je voyais M. Brassac tout à l'heure, nous le soutenons depuis l'année dernière. Son projet est très original, donc on constate que avec Partir en livre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les projets sont protéiformes, souvent originaux, très ancrés sur les territoires, donc la notion d'ancrage territorial est essentielle. Faire en sorte que les auteurs, lorsqu'ils sont présents, rencontrent le public, cela semble évident a priori, mais vraiment soient acteurs du projet, donc à la rencontre des publics. Et évidemment, avec Partir en livre, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir organiser des ateliers, des lectures, comme le disait la présidente tout à l'heure. C'est vraiment toute la programmation, l'ancrage territorial qui sont les deux piliers en quelque sorte du dispositif. D'accord. Vous labellisez certains projets? On labellise les projets, bien sûr. Qui dit aide dit labellisation. Donc en fait, c'est ça la différence avec le référencement. Le référencement, c'est une démarche volontaire faite par les organisateurs qui se référencent sur le site du CNL. Là, en l'occurrence, la labellisation, c'est labellisation aide du CNL. On labellise 172. Nous avons labellisé 172 projets l'année dernière. Et ça signifie quoi être labellisé exactement? Labellisé, ça veut dire bénéficier d'une aide du CNL, ça veut dire bénéficier de chèques LIR aussi. Une aide financière. Une aide financière, oui. De bénéficier de chèques LIR, donc ça c'est important pour nous aussi. Ces chèques LIR doivent permettre aux libraires de vendre des livres et aux enfants, puisque c'est quand même le projet initial, c'est de porter la lecture en direction du jeune public et des publics souvent éloignés du livre et de la lecture. Donc ces chèques LIR doivent permettre aux enfants de bénéficier d'un chèque LIR, de pouvoir choisir le livre qu'ils aiment chez le libraire. Donc d'où l'importance d'avoir des libraires présents dans les manifestations soutenues par le CNL. Et enfin, effectivement, troisième point, le relais en communication. Le CNL apporte met à disposition des affiches, des kits de communication, et nous réfléchissons effectivement à une sorte d'objet original durable, qui pourrait effectivement accompagner les structures sur plusieurs années, des fanions qui pourraient effectivement, pour délimiter les espaces, accompagner, mettre en valeur les projets soutenus par le CNL. Alors j'ai une autre question de Paloma au Cameroun qui demande si les instituts français à l'étranger peuvent participer et si oui, comment?
Alors le CNL, les manifestations soutenues par le CNL sont avant tout inscrites sur le territoire français. À l'étranger, en tant que tel, c'est peut-être plus compliqué. Allez-y, C'est Régine. effectivement une demande qu'on a de plusieurs pays, notamment de pays francophones, qui souhaiteraient qu'on puisse étendre Partir en livre dans toute la francophonie. Bien évidemment, c'est un très bel enjeu. On y est totalement favorable. Peut-être a-t-on besoin encore d'asseoir davantage Partir en livre dans ses fondamentaux sur notre territoire. Mais probablement, on l'ouvrira a fortiori si les instituts français en font la demande et souhaitent en faire partie. C'est une démarche très naturelle Donc, qui sera encouragée. encore un peu de patience, c'est ça? Un tout petit peu, voilà, vous savez, c'est pour se développer et éclore en dehors de ses frontières au sens large, il faut quand même aussi être déjà très, très fort chez soi, je pense. Merci beaucoup. Alors, Lorena, est-ce que vous m'entendez? En tout cas, moi, je vous entends pas. Voilà, je vous super. entends. Parfait. Donc, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes libraire responsable du rayon jeunesse à la librairie Le Neuf à Saint-Dié. La librairie participe, je crois, quasiment depuis le départ à Partir en livre, et même quand ça s'appelait Lire en short. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pour une librairie, c'est important de participer à cette manifestation? C'est indispensable quand on est surtout libraire sorcière comme nous, donc libraire spécialisé jeunesse. Ça reste un élément clé depuis plusieurs années à la librairie. C'est un vrai rendez-vous pour nos lecteurs et pour les parents, les grands-parents qui y assistent. Et on a eu l'aide du CNL par 2 fois avec beaucoup de chance en 2018 et en 2019 avec ce parc d'attractions géant qu'est le Livrodrome qu'on a vu venir ici par 2 fois. Et c'était vraiment excellent, à la fois des ateliers très différents, de l'escape book, du dessin, de la radio, du foot, des dédicaces auteurs bien sûr, de la création de chaînes booktube, des concerts, une librairie hors les murs, des bibliothèques suspendues, etc. Donc il y avait énormément de choses qui étaient mises en avant durant ces rendez-vous. Et beaucoup d'auteurs y ont participé. Cette année, on a eu l'occasion de faire venir Amandine Laprin, qui est une illustratrice et auteure du Grand Est, dont on était très fiers puisqu'elle a gagné notre prix du Grand Est cette année. On a eu également Sissi Scarlett, Sylvia Dupuis, Marie Ulbrecht, Sylvain Mangel, qui sont des auteurs locaux. Et on voulait vraiment axer cette année sur nos auteurs du coin, pas trop faire venir d'auteurs et illustrateurs de très très loin pour montrer la richesse qu'avait notre patrimoine. Et donc non, c'est vraiment pour nous devenu, on se pose même plus la question de savoir qu'est-ce qu'on fait durant le mois de juin-juillet par an, c'est Partir en livre. Je crois que l'année dernière, vous avez particulièrement œuvré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ce que vous avez fait? Alors l'année dernière, contexte particulier oblige, on a fait surtout des coups de cœur et des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur notre site, de manière très régulière, tous les jours, durant un mois, pour Partir en livre. On a fait des propositions d'ateliers à la maison, également, tout ça sur les réseaux sociaux, pour essayer de garder le lien en attendant de pouvoir tous se revoir pour une grosse manifestation qu'on a pu faire cette année, notamment grâce à la médiathèque de Saint-Dié qui a participé avec nous au projet et à la ville de Saint-Dié qui a beaucoup contribué également. L'aide du CNL, donc vous avez dit que le Livrodrome était venu par 2 fois chez vous, mais quelle autre aide le CNL vous apporte? Les chèques lire, entre autres choses, ça amène beaucoup d'enfants durant les ateliers, donc les chèques lire sont distribués. Et par la suite, ils viennent soit à la librairie hors les murs les dépenser tout de suite, parce qu'il faut tout de suite repartir avec un livre dont ils ont vu la couverture, dont ils ont eu un coup de cœur tout de suite. Ou alors, ils les dépensent un peu plus loin dans l'année. On en voit toujours passer, là, en fin d'année, par exemple, ou début d'année prochaine. En général, on en voit régulièrement passer.
Bien sûr, toutes les répercussions médiatiques que ça a eu pour nous, ça reste indispensable pour une librairie comme la nôtre qui est un petit peu seule dans son secteur, de pouvoir montrer qu'on est toujours là, en très bonne compagnie avec la médiathèque, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous. Si vous aviez quelques points d'amélioration éventuellement à soumettre. Alors, moi, je tenais déjà à dire que l'accompagnement, quand on accueille le Livrodrome de la part du CNL, il est franchement excellent. C'est très rare d'avoir autant de soutien dans la création de projets. Surtout, on nous a dit, laissez-vous aller sur les choix des auteurs, des illustrateurs, de vos idées. Nous, on vous aide, on vous soutient à la fois en termes de communication, technique, savoir ce qu'il est possible de faire et de pas faire. On se restreint beaucoup en tant que libraire. On a assez peu le temps, quand on est une petite équipe, de gérer ce genre de très gros projets. On a souvent assez peu de moyens et c'est vrai que d'avoir eu l'aide du CNL par 2 fois sur ce genre de gros projet, c'était vraiment quelque chose que je voulais souligner. Donc merci à vous déjà. Et ensuite, On va reprendre les livrodromes pour la prochaine édition. Très bonne nouvelle. et je voulais dire le seul point, je dirais, qui est un petit peu compliqué à gérer en tant que libraire, encore une fois, c'est le rendu de dossier, qui est toujours une échéance trop rapide, beaucoup trop rapide pour nous. Ça commence en fin d'année, on est en train de créer nous aussi des animations et de gérer la fin d'année comme il est possible. Et c'est vrai que d'essayer d'imaginer ce qui peut arriver en été, ça reste toujours quelque chose de compliqué à mettre en place, surtout quand on veut jouer plusieurs acteurs sur une ville. Mais ça nous stimule beaucoup, on a très envie de le faire, donc on est toujours un petit peu en rush sur la fin, mais ça vaut le coup. Et enfin, pour terminer, un ou deux conseils à des libraires qui voudraient se lancer. Alors n'ayez pas peur d'être, je dirais, petit. Quand on veut lancer un projet, il faut essayer de s'entourer de personnes qui sont proches de nous, des bénévoles parfois, ou des volontaires qui veulent. Je suis sûre, il y a plein de lecteurs, de contes qui pourront peut-être se rapprocher de vous pour pouvoir être là à ce moment-là. Il y a des auteurs du coin aussi qui sont souvent disponibles, qui se rendent disponibles pour être là, faire des dédicaces, des lectures. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement, organiser facilement. Et quand on est petit, eh ben, vous serez très vite, si vous organisez un projet, avoir envie de faire des très très grandes choses. Donc, faut pas hésiter à se lancer. Des petites choses comme des expos, des lectures, c'est quelque chose qui nous coûte assez peu d'argent et qui peuvent se réaliser facilement. Et ensuite, pourquoi pas se tourner vers des acteurs locaux comme les médiathèques, les bibliothèques, les villes qui veulent souvent participer durant l'été à un gros projet de faire bouger l'été dans la ville. Donc pas rester renfermé sur soi, essayer de s'ouvrir au maximum. Merci beaucoup, Lorena. Marion, Thierry, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait, oui. Alors Thierry, peut-être pour commencer, est-ce que vous voulez nous expliquer ce que vous faites avec la fac de Montpellier qui, a priori, n'est quand même pas, enfin voilà, une faculté, des étudiants, partir en livre, plutôt jeunesse. Expliquez-nous ça. Ben moi, mon travail, c'est de faire la médiation scientifique à l'université. Et effectivement, on est parti probablement quand même parce qu'il y a une des richesses de l'université de Montpellier, c'est d'être classé 2e au niveau mondial en écologie. Et donc ça veut dire qu'on a plein de chercheurs qui travaillent sur les sciences naturalistes. Et nous, on est parti en termes de médiation, effectivement, à déjà aller explorer le monde des médiathèques et également le monde des sciences naturalistes qu'on mélange. Donc on fait des formations pour les médiathécaires aux sciences naturalistes. Et tout ça pour partir à l'aventure dans les médiathèques et à la chasse aux espèces de plantes et d'insectes. Donc on veut mettre dans les livres en fait. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous regardez, donc ça c'est un arbre du vivant de Gilles Macagno avec qui on travaille. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. En gros, hop. Bon, ouais, c'est l'idée. Hein. Donc on a un arbre du vivant et l'idée c'est que en fait on va proposer un site internet à terme qui permette d'aller à la chasse aux espèces dans les bouquins et de les représenter au bon endroit dans cet arbre du vivant
pour avoir une espèce de librairie idéale collaborative sur les plantes et les insectes, en fait, dans la littérature jeunesse. Et ce qu'on a proposé l'année dernière, et après je passerai la parole à Marion, c'était d'investir le Jardin des Plantes de Montpellier, qui est un des plus vieux jardins des plantes de France, et pour y proposer tout un tas d'ateliers naturalistes avec des associations, des chercheurs qui ont écrit des bouquins, qui racontaient des histoires, et tout ce monde-là, les jardiniers du Jardin des Plantes, se sont retrouvés pour proposer justement une offre au milieu du jardin qui va très bien avec ce projet, en fait. C'est effectivement très, très original. Marion, quand on est libraire, comment on s'inscrit dans ce projet-là? Alors, on s'y inscrit de plusieurs façons. C'est un projet qui est quand même de grande envergure et qui est sur du long terme. Donc, du coup, on participe, par exemple, nous aussi à la chasse aux livres pour trouver dans les albums jeunesse les insectes, les plantes qu'on partage à Thierry et à son équipe. Et ça prend corps aussi pendant des événements, dont Partir en livre et la Fête de la Science aussi. Où là, voilà, on participe à la création d'une bibliographie, d'un corpus qui va être mis en avant pendant cet événement-là, pendant les 2 jours de Partir en livre au Jardin des Plantes, et qui seront vendus par nous et par la librairie Nemo aussi, qui est impliquée dans le projet. Donc vous travaillez avec Nemo. Est-ce que ça vous a permis de vous rapprocher, de nouer des partenariats avec cette librairie? Oui, complètement. Enfin, voilà, on a déjà on a déjà quelques liens avec des librairies de Montpellier, notamment à cause des confinements. Mais là, pour Partir en livre avec Geneviève de Nemo, on communique beaucoup sur qu'est-ce qu'on va apprendre nous sur nos tables, qu'est-ce qu'elle va prendre sur ses tables. Et on a fait cette année, c'était la première fois qu'on faisait ça. On a fait un jour, Geneviève n'était pas là, mais on a vendu ses livres pour elle, et l'autre jour, nous, on n'était pas là, et elle a vendu les livres de la cavale. Voilà, on a fait un petit échange de pratiques et de ventes. Et vous me disiez en préparant ce webinaire que ça vous permettait aussi d'aller rencontrer un public qui ne venait pas forcément chez vous, qui ne vous connaissait pas tout simplement. Oui, parce que nous, on est une librairie qui est dans Montpellier, mais qui n'est pas vraiment dans le centre de Montpellier. On est un petit peu excentré dans le quartier des Beaux-Arts. Et le Jardin des Plantes et le centre-ville, c'est un endroit qu'on n'arrive pas forcément trop à toucher pour l'instant. Donc voilà, c'est bien de sortir des murs de la librairie, d'aller montrer qu'on est là, qu'on existe, ce qu'on fait, puisqu'en plus on a parlé de notre statut un petit peu particulier de librairie, puisqu'on est une librairie coopérative, voilà, pour tout ça, et s'intégrer aussi à un projet innovant, le projet innovant Littérature de Thierry. C'est pour ça qu'on aime bien participer à chaque fois à Partir en livre avec Thierry. Juste un petit mot avant de passer la parole à Michael. Est-ce que vous avez déjà des idées, des projets pour l'édition 2022? C'est confidentiel à ce jour, en fait. Mais on sera là. Quel art du teasing. Non, en fait, on sait pas du tout dans quel lieu on va investir, en fait, parce que le Jardin des Plantes, c'est très bien, mais il y a aussi d'autres lieux possibles. Voilà, on est en train de réfléchir à cette question-là. Merci à vous en tout cas. Alors Michael, donc je le répète, vous êtes patron fondateur de la librairie Le Renard Doré à Paris, donc spécialisée en manga, que je crois beaucoup d'ados connaissent grâce à vos réseaux sociaux. Vous ne participez pas à Partir en livre, mais on vous a invité pour que vous nous expliquiez comment vous faites pour parler aux jeunes et aux ados par le biais des réseaux sociaux et comment vous avez réussi à fédérer une communauté. Alors c'est une question très large et très difficile finalement, puisque quand la librairie s'est créée, on a nous-mêmes pris conseil sur les réseaux sociaux à se dire comment on pourrait faire les choses. L'important, ce qui nous semblait être important, c'était de fédérer autour d'un projet, d'une culture, de créer autour d'une thématique. Et finalement, les personnes que nous avons rassemblées au tout départ, c'était des personnes qui étaient pas forcément concernées par ces thématiques-là. On a discuté avec des influenceurs, on a discuté avec des booktubeuses, on a discuté avec toutes sortes de publics qui étaient très à l'aise avec les réseaux et qui nous ont permis, par le fait de discuter et d'essayer de leur expliquer quelle était notre spécificité et nos thématiques,
d'avoir du relais. Donc ça, c'est quelque chose assez important, c'est d'avoir du relais. C'est-à-dire que lorsqu'on est, pour moi, libraire aujourd'hui, il faut être connecté, mais il faut aussi trouver des relais qui sont susceptibles de faire passer notre message. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner des conseils, et donner des conseils à plus grande échelle. Ce qui était difficile pour nous au tout départ, c'est que finalement, lorsqu'on a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, on donnait des conseils de lecture. Et finalement, on les donnait à toute la France. Et finalement, ce n'était pas forcément à nos abonnés. Et on a eu pour vocation, en fait, d'essayer de... En fait, ce qui est difficile, c'est d'essayer à la fois de fédérer autour de notre communauté, c'est-à-dire qu'une communauté, elle se crée, elle existe, on crée du contenu pour notre communauté. Je pense que toutes les librairies ont leur communauté et qu'il faut à la fois créer du contenu pour celle-ci et essayer toujours de chercher de nouveaux publics. Et c'est un risque finalement lorsqu'on a une ligne éditoriale, c'est comme un éditeur finalement lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux, on a notre ligne et en fait on doit essayer de convaincre d'autres personnes. Et ce qui est très étrange, c'est que le Renard Doré, lorsqu'il a ouvert, notre public n'était pas du tout les jeunes, pas du tout les ados. C'est-à-dire qu'on était une librairie manga, culture japonaise, qui ne voyait pas arriver les aficionados de manga. Vraiment au tout début, on était en mai 2018 et en fait on avait des gens qui venaient par les réseaux mais qui étaient des gens de 25, 30 ans, qui découvraient, à qui on a fait découvrir en fait le manga et la culture japonaise. C'est le réseau et la spécificité du réseau Instagram qui a fait qu'on a touché des personnes, mais qui n'étaient pas en premier lieu les personnes ciblées par les éditeurs, par leurs publications. Et en fait après il a fallu essayer de les conquérir. Le dire qu'on l'a fait consciemment, oui et non. En fait, au début, on a essayé de cibler un univers, quelque chose qui nous ressemblait, et ensuite, on a essayé, à la fois, avec notre univers, d'essayer de comprendre cette culture qui est mainstream, il faut se le dire, hein, le manga, c'est très mainstream, et chaque jour est un équilibre à trouver entre ce qu'on aime, nous, et ce que le public qui vient aime, ce qui est porté par les éditeurs. On se dit finalement quel est l'intérêt, nous en tant que libraire, de porter un titre qui, là, en septembre, vend 80 000 exemplaires. On se dit, est-ce qu'on a vraiment intérêt à porter ce livre? Est-ce qu'un libraire aujourd'hui a besoin de promouvoir One Piece, par exemple? Eh ben, oui et non. En fait, il faut à la fois, pour porter ce qu'on veut porter, il faut à la fois trouver la force et l'intérêt d'aller vers les choses qui marchent déjà. Donc, comment ça se fait? C'est difficile. Nous, ça nous prend du temps parce que il faut diversifier nos lectures, il faut diversifier nos connaissances. En tant que libraire et en tant que gérant, il y a notre équipe. C'est-à-dire qu'on a différents moyens, nous, en tant que gérant de librairie, si notre équipe n'est pas diversifiée, on aura du mal aussi à diversifier notre clientèle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir... c'est très bête à dire, mais nous, on était une des premières librairies manga à engager des filles. Et c'est terrible, finalement, de se dire que quand on voit les statistiques, il y a beaucoup plus de femmes en France qui lisent du manga, et finalement, il n'y avait pas de femmes dans les librairies manga. Et en fait, il faut remettre toute la diversité du genre humain en librairie, que ce soit dans ces libraires, dans les conseils que l'on fait. Nous, on est très identifiés aussi autour du spectre LGBTQ+, parce que c'est aussi des titres sur lesquels on se positionne, parce que en fait, davantage d'inclusion à la fois dans l'équipe, dans nos conseils, fait qu'on va diversifier notre clientèle, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que le spectre de personnes qui nous suivent aujourd'hui est très très large. Juste un chiffre, combien de personnes vous suivent sur Instagram notamment? Là, on est à 33 000. D'accord. Donc vous êtes sur Instagram, sur Facebook? On est sur Facebook avec une communauté qui est plus réduite. Mais les publications qui sont sur Instagram sont exactement les mêmes sur Facebook. On a une communauté Twitter aussi. On a créé un TikTok qui est le défi quotidien, puisque ça aussi, nous on est une librairie où il y a un amour de la mise en scène, on aime se mettre en danger. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Là aussi c'est pareil dans notre équipe. Moi, je suis là et je remercie très très fort mon équipe. Je l'ai choisie, mais elle se donne au maximum pour essayer de créer et de se mettre en danger, parce que c'est dur de se dire qu'on va se mettre à danser. On a fait tout un challenge autour de la danse au mois de juin et c'était difficile, mais c'était quelque chose qui
qui accompagnait la sortie d'un livre et qui finalement a eu beaucoup de retours et qui fait qu'on sans cesse on rencontre de nouvelles personnes. Moi, j'ai une question vraiment toute simple. Quel conseil vous donneriez à un libraire ou même des bibliothécaires qui participent à Partir en livre et qui voudraient étendre leur communication ou par le biais des réseaux sociaux? Quand je navigue sur les réseaux sociaux des autres librairies, parce que je suis moi-même client des autres librairies, j'adore me perdre dans d'autres librairies, et en fait, ce que je remarque parfois, c'est un manque de régularité, mais ça, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé la dernière fois. C'est très difficile de cette régularité, d'avoir cette régularité en librairie, parce que il y a ce métier-là, et puis il y a tous les autres autour. Libraire, c'est un métier qui a évolué. On doit être à la fois commerçant, puis on doit être animateur de réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des réseaux à trouver. Je vois, là, je commence à voir et observer chez différents libraires, confrères qui sont dans toute la France. Eh ben, certains confrères manga, je pense qu'on les a un peu poussés à s'y mettre, sans vouloir dire que c'est notre faute à nous, mais on voit des confrères qui font appel maintenant à des jeunes gens, à des community managers, pourquoi pas. Si on n'a pas le temps, en fait, c'est une petite enveloppe, je pense. On peut faire appel à quelqu'un sous la forme de l'auto-entrepreneuriat. Enfin, il y a plein de choses à faire ou de mini-contrats. Enfin, il faut essayer de, si on n'a pas le temps de le faire à l'intérieur et si on n'a pas l'équipe, chercher à l'extérieur, ça peut être une ressource. Il y a plein de jeunes qui ont cette nouvelle compétence, qui est la compétence des réseaux sociaux. Et c'est important de pouvoir faire appel à des gens qui ont la compétence, si nous-mêmes, on ne l'a pas. Et ensuite, le conseil, c'est d'essayer, dans le recrutement, par exemple, je pense que là, on a cette chance de pouvoir faire appel à des apprentis en librairie. C'est vraiment on a tout autant à leur apprendre qu'ils ont à nous apprendre. Enfin, chaque année, nous, au début, on se disait, c'est dur peut-être d'accueillir un apprenti. Oui, mais le gain est énorme en termes d'avoir quelqu'un d'une autre génération et d'avoir une autre expérience du réseau social. C'est extrêmement précieux et je pense qu'il ne faut pas se dire que ça va prendre plus de travail. Oui, c'est vrai, ça va prendre plus de travail, mais c'est un gain non... Enfin, c'est très important. Et pour vous, pour toucher alors les tout jeunes, espérons qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, Oui, c'est ça. mais disons à partir du collège, quel réseau est le plus approprié, lequel ils fréquentent plus? Je sais que c'est TikTok, mais pour un libraire, c'est compliqué TikTok? C'est compliqué parce qu'il y a cette... voilà, il faut à la fois surfer sur un trend, sur ce qui trend. Il faut essayer de savoir comment ça fonctionne. TikTok, c'est une musique, c'est un pattern qu'on doit reproduire. Et en fait, c'est de se dire, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de créativité puisque, en fait, il faut regarder. Moi, j'ai de la chance d'avoir des libraires qui passent du temps sur TikTok le soir avant de dormir. Moi, je le fais pas. Et c'est vrai qu'ils me disent, mais regarde, ça marche énormément, il faut qu'on arrive à le faire. Et donc, finalement, le schéma est là. On a quelque chose qui fonctionne. Donc, en fait, il suffit de l'adapter et de filmer la même chose dans la librairie en essayant de l'adapter et de replacer le livre, qui est cet objet qui est important pour nous, au cœur de ce TikTok. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si difficile de replacer le livre, parce que le livre est un bel objet, le livre est un objet, c'est visuel, c'est un objet de créativité. C'est facile de le replacer au cœur du TikTok. Après, se dire que la question avait été abordée, mais comment on fait lorsqu'on est sur nos horaires de travail, lorsqu'on a du personnel en 35 heures? Ça implique parfois de dépasser un petit peu. Et puis finalement, en fait, il y a un sentiment d'accomplissement lorsqu'on a réussi à créer quelque chose avec les moyens du bord. Et ça prend beaucoup, là je le vois sur les réseaux de mes confrères, ça prend beaucoup en BD. C'est facile, peut-être plus facile parce qu'il y a des visuels, il y a de l'image. En généraliste, je suis certain que ça peut prendre aussi, mais n'hésitez pas, enfin en tout cas pour les confrères qui sont présents ce soir, à demander de l'aide, des gens qui fonctionnent, et à leur envoyer un petit message en disant voilà, j'ai vu que vous fonctionnez, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis un petit libraire, j'y arrive pas. Je pense que c'est bien de chercher du Du soutien. relais. Ouais, à l'extérieur.
Ok. Oui. Merci beaucoup, Michael. Alors, nous avons quelques questions qui arrivent. J'en ai une donc de Dominique qui est libraire et qui voulait savoir s'il y avait une taille minimum pour, je cite, rentrer dans les radars. Alors, ça doit être dans les radars du CNL, je pense. Est-ce qu'il y a une taille minimum de librairie Dans les radars du CNL, alors si c'est le CNL au sens large, pour l'activité des librairies, il y a évidemment des critères qui sont sur notre site internet et des critères de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas hésiter de toute façon à nous consulter car nous sommes en train de reprendre nos conventions territoriales avec l'ensemble des régions. Et donc, on inventera aussi, tel que c'est le cas aujourd'hui, mais en l'assouplissant, un soutien aux librairies avec la DRAC, avec les régions, avec ou sans le CNL, mais de toute façon en intelligence, pour des plus petites librairies dont on estime qu'elles sont indispensables au maillage territorial, même si elles ne remplissent pas les critères qui sont des critères très qualitatifs du Centre national du livre. Et c'est pas parce qu'elles sont... ce sont des critères qualitatifs, mais aussi qui nécessitent une certaine taille. Et c'est ce pourquoi on veut aussi inventer quelque chose de plus souple pour les librairies dans des territoires où les commerces sont très peu présents et qui sont beaucoup moins fréquentés voilà, que Paris. Alors moi, j'ai une question vraiment d'ignorante, entre guillemets. Pour pouvoir bénéficier d'une aide du CNL, voire être labellisé pour partir en livre, est-ce que il faut déjà être connu de vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir, par exemple, le label Lire Non, pas sur partir en livre. Le label Lire, il est important pour le subventionnement au long cours, oui, mais pas pour faire partie de partir en livre. Donc, on peut très bien être libraire, ne jamais avoir fait appel à vos services et candidater. Tout à fait, bien sûr, oui. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, effectivement, l'aide minimum sera de 500 €. C'est l'aide plancher, mais toutes les librairies sont les bienvenues, bien entendu. Et la moyenne est autour de 3 000 €. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai plusieurs questions dans ce sens sur le réseau Sorcière. Lorena nous a indiqué qu'elle était librairie Sorcière, donc c'est l'association des librairies spécialisées en jeunesse. Est-ce que, donc Olivier, par exemple, demande si le CNL travaille avec des groupements de librairies comme les Sorcières, et si oui, comment? Est-ce que le réseau Sorcière est un appui pour vous en tant que tel, ou c'est plutôt librairie par librairie? Le réseau... rattaché au dispositif Partir en livre, pas spécialement en fait, mais on n'a jamais eu de demande dans ce sens, donc voilà, il suffirait d'y réfléchir et d'en parler. Pour le reste, je ne suis pas persuadé, mais que les réseaux en tant que tels déposent des demandes de soutien. Il me semble que ce sont plutôt les librairies. Oui, c'est plutôt librairie par librairie. Mais ça n'empêche absolument pas de se rapprocher du réseau Sorcière ou de toute autre forme de réseau pour développer éventuellement un axe particulier. Donc voilà, si les sorcières veulent, voilà, on a bien compris le message. Les sorcières. Alors j'ai des questions qui ne concernent peut-être, enfin qui concernent Partir en livre, puisque c'est la même thématique, mais qui demanderaient peut-être 2-3 heures de réponse. Comment faire lire les ados entre la 4e et la seconde? Peut-être, Michael, ou nos libraires qui sont à distance, vous avez peut-être des réponses. Michael, je commence par vous. Je pense que c'est en tout cas pour croiser souvent des parents, je pense que c'est important de les laisser lire déjà ce qu'ils ont envie de lire. Parce que finalement, lorsqu'on met un veto sur certains genres de littérature, je pense qu'on diminue les chances de passerelle, puisque, en tout cas, nous, pour être une librairie spécialisée Japon, la passerelle se fait assez naturellement parfois entre le manga et ensuite cette thématique du Japon. Je pense que c'est aussi important pareil, encore une fois, de chercher de l'aide. Et le libraire est une aide, effectivement. Nous, je pense qu'il faut aller en librairie, il faut que la librairie revienne au centre du fonctionnement familial, de pouvoir ensuite aller faire une sortie en librairie, plutôt que de déposer des bouquins sur la table en disant « il faut que tu le lises, il faut que ça soit une expérience à part entière que d'aller en librairie et de replacer la librairie au cœur de la famille ». Après, c'est pas facile pour toutes les familles, c'est pas facile sur tous les territoires.
Mais c'est vrai que, en tout cas, pour les success stories qu'on a pu vivre, nous, en tant que libraire, c'était des gens qui ont réussi à renouer en venant en librairie, en passant par des moyens, par le manga, par la BD, et ensuite on arrive à revenir parfois et à faire de belles passerelles avec la littérature. Laurie, oui, pardon. Je pense que Oui, l'écriture, de ce point de vue-là, va être un atout, puisque vous le savez certainement, à partir du 1er janvier 2022, le Pass Culture ne va plus être uniquement ce chèque offert à 18 ans, mais va être préparé dès la 4e, et notamment jusqu'à l'âge de 15 ans, par le biais de 25 euros par enfant et par classe, versés à l'enfant, mais gérés par l'enseignant. Pour tout un tas de raisons, on ne peut pas donner de l'argent en direct avant 15 ans à un enfant. Et donc l'enseignant aussi va redevenir, ou être, ou redevenir, enfin ce qu'il est de toute façon, il va pouvoir être prescripteur, mais dans le cadre non pas du dispositif scolaire évalué, puisqu'on dit souvent que le fait que les enfants soient obligés de lire, faire une fiche de lecture, juger, noter, est aussi un frein au fait d'apprécier le livre comme un objet de plaisir, de divertissement et de plaisir. Là, il va y avoir la possibilité, avec ces 25 euros par enfant dès la 4e, à l'enseignant d'inviter par exemple des auteurs dans les classes des collèges et puis aussi des lycées, puisque ça continuera jusqu'à la terminale. Et jusqu'à ce qu'à 18 ans, les enfants aient leur chèque où ils décideront tout seuls ce qu'ils veulent faire. Et puis aussi, dès l'âge de 15 ans, 25 euros gérés en collectif avec l'école et le lycée et 30 euros pour chaque enfant. Tout ça pour dire que je pense que là, il y a un enjeu, je pense pour nous tous d'ailleurs, collectivement, à la fois le corps enseignant, les parents, les libraires, les professionnels, les bibliothécaires, d'encouragement à se saisir de ces 25 euros pour découvrir un métier d'éditeur, un métier d'imprimeur, toutes les coulisses de la chaîne du livre, mais aussi évidemment l'invitation des auteurs dans les collèges. Et d'ailleurs, on va mettre en place dès début 22 une plateforme qui facilitera cette rencontre entre les auteurs et les enseignants et les enfants pour qu'ils puissent organiser ensemble la venue d'un auteur dans une classe. Merci beaucoup pour ces précisions, Régine. Lorena, peut-être un mot à ajouter sur ce public si difficile à conquérir des 4e secondes, voire terminale. C'est toujours la question très difficile de faire venir les ados de manière vraiment pérenne en librairie, qu'on soit spécialiste manga ou non d'ailleurs. Je pense que la problématique est un peu la même bibliothèque, mais il est important, je pense, de créer, surtout à ces âges-là, c'est de dire, voilà, il y a des lectures qui sont obligatoires à l'école, dont il faut rendre un exercice, où il y a un examen, où c'est agréable pour personne. Même pour nous, des lectures obligatoires, ça n'est jamais agréable. Il y a ce coin-là, et le plus important pour moi, c'est d'essayer de créer quelque chose d'à côté, un coin où on choisit sa lecture, on choisit le temps qu'on y consacre, on a envie de s'essayer à des choses différentes. Et pour moi, c'est ça le plus important dans mon métier, surtout côté jeunesse, c'est d'essayer de créer cet espace qu'on a choisi avec le temps qu'on veut y donner. Et je pense que pour un enfant, d'avoir ne serait-ce que ce résultat-là, c'est déjà bien, parce qu'après, il aura peut-être tendance à s'essayer à plein de littérature. Je suis totalement d'accord avec Michael sur ce point de vue. Les liens, les relais sont extrêmement importants, et pour moi, ce petit lien, ça peut tout faire pour un jeune lecteur. Merci beaucoup, Lorena. Alors, une question beaucoup plus technique qui s'adresse à vous au CNL. Donc, Emmanuel, qui est libraire et qui demande quelle est la fréquentation du site Partir en livre. Quels moyens techniques sont donnés à ce site pour la diffusion de l'information? Effectivement, c'est très technique. Je ne suis pas certain de pouvoir vous répondre. Mais les flux de fréquentation sont massifs, effectivement. Mais en augmentation. Mais je n'ai pas plus de données précises. On pourra effectivement, que ce monsieur se rapproche de nous, on lui répondra très précisément.
Il a été lancé juste l'an dernier, hein, donc Oui. Mais il est il très n'a pas beau. encore hein, un an. Oui, il est très ouais, bien fait. il est très bien fait, et il est très clair, très ergonomique. Tant mieux, merci. Alors, une question aussi qui est peut-être plus indirecte, mais peut-être que beaucoup de gens se posent. Est-ce que pour lire à voix haute, puisque vous disiez, Régine, que vous vouliez mettre l'accent là-dessus, est-ce qu'on a besoin d'être formé? Alors, je pense on peut lire à voix haute si on en a envie, à chaque instant, seul, dans sa chambre ou en groupe avec des amis. Il n'y a pas de... On n'a pas besoin d'une formation en sens strict, même si je pense que ça nécessite beaucoup d'entraînement pour prendre là aussi du plaisir à lire à voix haute. Je pense qu'une incitation, justement, qui puisse être créée par l'univers scolaire, parascolaire, pardon, périscolaire, nuit de la lecture, partir en livre, dans le cadre comme ça de célébration sur un plan plus ludique de la relation qu'on peut entretenir avec un livre, est bienvenue. Parce que je pense qu'on n'y pense pas forcément. Quand on est justement adolescent ou jeune adulte, on ne pense pas forcément à lire à voix haute. Non, tout à fait, je confirme. Alors j'ai une question, puisqu'on parlait des critères tout à l'heure pour obtenir le soutien du CNL. Quel type de critères pourrait rendre un projet non éligible au soutien du CNL? Alors, deux critères principaux pour aller vite. Si effectivement les auteurs n'étaient pas rémunérés, les auteurs illustrateurs, évidemment depuis janvier 2016, c'est un critère d'inéligibilité. Et effectivement, si le projet était trop éloigné de la période estivale, des dates qui encadrent la manifestation, sont principalement ces critères en fait. D'accord. J'ai une autre question qui va peut-être plus concerner nos libraires. Visiblement, certains rencontrent des difficultés avec les institutions et pouvoirs publics locaux. Et donc, la question, c'est comment trouver des partenaires fiables et durables? Des partenaires fiables et durables. Vous parlez d'institutions? Oui, Ou, ou même, enfin, je pense pour des libraires, des médiathèques ou des associations. Marion? Alors, pour nous, c'est un peu particulier, peut-être, puisqu'on est une librairie coopérative, on a pas mal de coopérateurs, en fait, qui sont universitaires, chercheurs à l'Université de Montpellier ou à Paul Valéry. Donc, les partenariats, les sollicitations arrivent sans qu'on ait forcément besoin, nous, d'aller vers ces institutions-là, en fait. C'est elles qui plutôt viennent à nous, l'inverse. Donc voilà, mais après, donc je sais pas si je pourrais trop conseiller les autres libraires de ce côté-là, malheureusement. Mais voilà. Lorena, vous avez peut-être quelques pistes? Je sais pas si, comment dire, nous on a la chance d'avoir des partenaires locaux, médiathèques, même la ville de Saint-Dié, ou des professeurs, des instituteurs à la fois très gentils, extrêmement curieux et volontaires. Donc je pense que c'est notre chance d'avoir des gens qui viennent extrêmement régulièrement à la librairie, qui ont plein de projets dans la tête. Et partir vivre, c'est un point dans l'année parmi toutes les choses qu'on fait en collaboration. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, pour plein de raisons. Et c'est aussi pour ça que être labellisé, c'est important aussi, financier, parce que ça reste un gros point à aborder quand on fait un projet. Mais le plus important, je dirais, pas la chance d'avoir des acteurs locaux comme ça, c'est avant tout d'instaurer un dialogue, de proposer un projet ouvert et d'avoir ces acteurs qui puissent aussi s'y inclure, avoir son petit projet dans son coin et ne pas accepter des aides extérieures ou des projets extérieurs qui se greffent là-dessus. Ça peut être un frein, le dialogue et l'échange de tout. Merci Lorena.
J'aimerais, pour terminer, qu'on revienne peut-être sur les livrodromes. On les avait évoqués avec Lorena notamment. Régine, vous nous avez signalé qu'ils revenaient. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Et peut-être, dans la perspective où ils vont revenir, quelle forme, enfin, comment ça va se passer? Donc a priori, ils vont revenir dans une dizaine de villes en France, dont Saint-Dié, qui est le partenaire de la première heure de Livrodrome. Le Livrodrome, c'est comme un parc d'attractions, dont le cœur de l'attraction est le livre, la lecture, les mots, et toutes les formes peuvent exister comme elle l'a très bien, comme l'a très bien décrit notre jeune libraire. Ça peut être là aussi des lectures à voix haute, des siestes littéraires, des concours de dessin ou de mots ou avec des jeunes. Ça peut être la présence des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture. C'est toute forme d'approche ludique du livre, en étant dans un esprit de fête, mais avec toujours cette idée quand même qu'il faut que ça laisse l'envie de lire, d'acheter un livre. C'est aussi dans les livrodromes qu'on va beaucoup distribuer des chèques lire. On fera en sorte qu'il y ait un libraire systématiquement juste à côté pour qu'il puisse vendre tout de suite aux enfants qui en auront envie un livre qu'ils auront travaillé dans la journée ou dont ils auront entendu parler. Voilà, on va les installer sur une journée, mais cette année on va tester plutôt 2 jours de présence et l'installation du livrodrome devra être précédée d'un travail qui aura été fait en amont avec le tissu associatif, avec les centres sociaux, les enseignants s'ils s'en sont emparés avant la fin de l'école, pour que lorsque les enfants arrivent, ils aient vraiment préparé cette journée dédiée aux livres sous toutes ses formes et de manière joyeuse. Parfait, merci beaucoup. Alors pour terminer, je vais lire un message de Jean-Fred Figuin, qui est directeur de bibliothèque à La Réunion et qui nous informe que le réseau des bibliothèques médiathèques de La Réunion seront bien présentes pour Partir en livre 2022. Voilà, parfait. donc c'est une très bonne bien. nouvelle. Parfait, merci beaucoup. Alors pour terminer, puisqu'il est l'heure, donc peut-être rappeler effectivement que l'édition 2022 aura lieu du 22 juin au 24 juillet, que le dépôt l'appel à candidature est d'ores et déjà ouvert, qu'il prend fin Le 14 janvier. le 14 janvier. Le comité se réunira le 15 février. Voilà. Ça, c'est important. Et on essaie de répondre assez vite. Donc, en général, les bénéficiaires seront informés autour du 9-10 mars de l'obtention de leur aide. D'accord, ce qui laisse effectivement Voilà. le temps ensuite de finaliser. Si jamais vous avez des questions ou si on n'a pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à les poser là en toute dernière minute, puisqu'on les transmet ensuite au CNL, aux membres du CNL, donc vous aurez des réponses éventuellement. N'hésitez pas non plus à communiquer via les réseaux sociaux autour de ce que vous ferez pour Partir en livre. Voilà, je vous remercie tous, donc Régine, Marc, j'ai un trou de mémoire, Michael, et puis nos 2 libraires, eh ben alors, qu'est-ce qui m'arrive, Lorena et Marion. Et puis, merci à tous les participants d'avoir été actifs. Voilà, ce webinaire prend fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.